Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historiens, géographes, Chercheurs, auteurs en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Muriel de la team Oliron la Caraïbe et aujourd'hui nous avons une invitée exceptionnelle, Catherine Marceline. Bonjour Catherine Marceline. Bonjour à tous vos éditeurs. Merci de me recevoir. Vous êtes une figure incontournable du barreau de la Martinique depuis plus de 25 ans, avocate, conférencière et passionnée d'histoire. Vous êtes également formatrice autour de l'art de la parole. Votre intérêt pour l'histoire vous a amené à poursuivre des études dans cette matière et en archéologie en parallèle de vos études de droit. Votre champ d'études s'attache particulièrement à la diaspora noire des Caraïbes. Vous portez ainsi un intérêt particulier aux figures qui la composent. Engagée dans la cause féministe, vous œuvrez pour accroître la visibilité des femmes et leur contribution à l'histoire. Vous avez déjà publié 2 ouvrages. Le dernier, sorti en 2021, retrace le parcours d'Alain Rézard de Vouze. Toutefois, nous allons plutôt nous intéresser aujourd'hui à votre première œuvre, la biographie de la très célèbre cantatrice martiniquaise Christiane Dapierre, figure emblématique dont l'histoire mérite d'être racontée. Alors, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous pour une discussion sur la vie et l'œuvre de cette grande artiste. Catherine Marceline, d'abord, racontez-nous votre parcours d'avocate à autrice. Alors, en tant qu'avocate, j'ai eu beaucoup à parler de mes clients, de mes clientes, et j'étais un peu frustrée au bout d'un moment parce que, en fait, dans un dossier, on est contraint par le format, contraint par le temps, et je trouvais qu'il y avait des choses à dire sur des personnalités, sur des parcours de vie, et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et comme parallèlement à mes études de droit, j'avais donc fait des études d'histoire. Je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de reconnecter un peu avec cette volonté d'aller plus loin, de chercher, de comprendre l'histoire et puis d'écrire. Et j'ai eu envie d'écrire sur une femme parce que précisément, je trouvais qu'on ne parlait pas suffisamment des femmes dans notre société martiniquaise et de leur contribution à l'histoire. Et donc, je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur une femme et peut-être que ce serait plus simple, entre guillemets, d'écrire sur une femme qui est encore en vie, avec laquelle je pourrais échanger, discuter. Et il se trouve qu'au moment où j'ai commencé ce travail d'écriture, on est à peu près en 2014, 2013-2014, j'ai la chance de savoir que Christiane Dapierre est en vie et donc de pouvoir demander un entretien et commencer à échanger avec elle, déjà à savoir si elle est d'accord pour ce travail d'écriture, qu'elle accepte d'emblée avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, parce que c'était une femme extrêmement chaleureuse et très accessible. Pas du tout dans le style diva. Du coup, ça a été facile, entre guillemets, d'entreprendre, d'écrire sur elle. Pourquoi choisir d'écrire justement une biographie sur la cantatrice Christiane Dapierre? Vous auriez pu choisir une autre femme emblématique de nos territoires. Pourquoi elle précisément? C'est le premier contact que j'ai quand je suis petite fille avec l'art lyrique. La première fois où je me retrouve dans une salle de spectacle avec une chanteuse d'opéra, j'ai 8 ans et c'est ma mère qui m'a emmenée. Nous sommes à ce moment-là au CMAC, cette salle qui se trouve à l'époque à côté de l'église de Bellevue. Et c'est la première fois que j'entends une cantatrice et c'est un vrai coup de foudre émotionnel. Et c'était Christiane Dapierre. Et donc, je suppose que cette rencontre-là ne m'a jamais quittée et que c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'écrire sur elle. Votre ouvrage, vous le débutez comme il se doit par les racines familiales de Christiane Dapierre. Comment justement cet héritage familial martiniquais a-t-il à la fois influencé sa carrière musicale et forgé une approche particulière de l'opéra? Alors, sa carrière musicale, parce que toute la famille savait chanter, toute la famille jouait du piano, déjà, jouait d'un instrument à minima qui était le piano. Certaines des sœurs Nardal, puisque en fait, Christiane est la fille d'Alice Nardal, plus tard épousée Dapierre, donc Alice fait partie des sœurs Nardal, des 7 sœurs Nardal, dont Paulette Nardal est l'aînée. Toutes les sœurs savaient jouer d'un instrument à minima,
qui était le piano. Et puis certaines d'entre elles avaient en plus la connaissance du violon. Et toutes pratiquaient le solfège et toutes pratiquaient le chant. Et donc, c'est une exigence qu'elles avaient de leur mère, Louise Achille, épouse Nardal, et qui se transmettait de génération en génération, ce qui fait que la génération numéro 3, la génération de Christiane, savait aussi chanter et était complètement, je dirais, acquise à la musique. L'opéra, pourquoi? Parce que le grand-père Nardal, Paul, est un homme qui est né à Saint-Pierre, qui a vécu à Saint-Pierre et qui a connu le théâtre de Saint-Pierre, c'est-à-dire cette espèce de monument dans notre histoire qui est le théâtre de Saint-Pierre dans lequel venaient se produire toutes les troupes qui passaient par la Caraïbe. Et donc, son oreille musicale est formée par ces chants d'opéra qu'il reprend chaque fois qu'il y a une représentation, comme tout le reste de la population de Saint-Pierre d'ailleurs. Et donc, des années plus tard, quand il se retrouvera homme installé, père de famille, grand-père, et ben c'est tout naturellement qu'il va chanter à ses petits-enfants les plus grands airs d'opéra parce qu'il les connaît depuis jeune garçon à Saint-Pierre. Et donc forcément, Christiane est totalement sensibilisée à l'opéra depuis son plus jeune âge, depuis qu'elle est bébé. Pouvez-vous retracer la carrière extraordinaire de Christiane Edapierre? Quand j'ai lu votre ouvrage, j'étais fascinée parce que c'est vrai que c'est un personnage que je connaissais évidemment, mais pas. Votre ouvrage m'a permis d'en connaître un peu plus. Cette carrière extraordinaire, et quels sont les moments, selon vous, les plus mémorables de son parcours professionnel et artistique? Alors, c'est une carrière, je dirais, en deux temps. Dans un premier temps où elle est sur les scènes, elle intègre la troupe de l'Opéra de Paris, la troupe de l'Opéra Comique. Elle est sur les scènes nationales, elle chante à Lyon, à Bordeaux, évidemment à Paris, mais elle va également à l'international. Elle intègre des opéras où elle a des rôles qui sont des rôles classiques, comme par exemple, je pense à la comtesse dans Les Noces de Figaro, je pense à des rôles dans la Traviata, des rôles, des opéras qui existent déjà. Et puis, il y a des opéras que l'on va créer pour elle. Je pense à L'Ange d'Olivier Messiaen, je pense aussi à Hersébet, qui est un rôle extrêmement difficile parce que c'est un rôle où elle est, en fait, elle intègre véritablement le rôle d'une reine hongroise qui était une femme totalement sanguinaire, qui était un peu je dirais, l'alter ego féminin de Dracula. Et elle a ces opéras qui sont vraiment faits pour elle, construits pour elle. Et puis, à un moment donné dans sa carrière, elle sent qu'elle n'a plus la même facilité, même si elle est toujours aussi exceptionnelle et brillante sur scène. Et elle se dit, je ne veux pas partir en étant amoindrie. Je veux laisser toujours l'image d'une femme exceptionnelle. Elle a chanté comme cela pendant 20 ans. Elle a plutôt travaillé dans des rôles de Mozart, si bien qu'on l'a vraiment surnommée la comtesse pour illustrer qu'elle était un personnage d'un opéra de Mozart. Elle a beaucoup chanté les auteurs français aussi. Et donc, elle se dit, je veux partir en étant toujours avec cette image de femme exceptionnelle. Et donc, elle s'arrête alors qu'elle est encore en état de chanter. Mais elle prend cette décision-là. Et à ce moment-là, elle se consacre plus à des récitals qu'elle va faire également en France, mais en tout cas, elle ne prend plus de rôle emblématique. Et puis surtout, elle va se consacrer à l'enseignement. Et ça, c'est la deuxième partie de sa carrière, où après avoir connu le Conservatoire de Paris, puisqu'elle en est sortie diplômée avec 3 grands prix, 3 premiers prix, prix de chant, prix d'opéra comique, et bien finalement, 20 ans après, elle retourne au conservatoire, cette fois-ci en tant que professeure, où elle va enseigner à des générations d'élèves. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'à ce moment-là, on est dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, où la France a intégré l'Europe et qu'il y a une vraie réforme de l'enseignement de la musique en France et en Europe. Et on revoit complètement la façon d'enseigner de façon à le faire correspondre
à des diplômes universitaires. Et donc, Christiane Aida-Pierre va prendre part à cette grande réforme qui va correspondre aussi au déménagement physique du Conservatoire national de Paris, qui ira un peu plus excentré à Paris. Et elle a accompagné cette réforme, qui est une réforme très importante dans l'histoire de l'enseignement de la musique, avec toujours autant de volonté, de compétences et toujours autant de, je dirais, d'attention pour ce qu'elle faisait, parce que c'est une femme qui se donnait à fond dans ce qu'elle faisait. Quand elle avait un rôle, elle lisait non seulement le livret, mais également toute la littérature qu'il pouvait y avoir autour de ce rôle. Et donc, en tant qu'enseignante, c'est également avec ce même engagement, vraiment qui était un engagement complètement moral, elle va se consacrer justement à cette carrière d'enseignement. Et même quand elle prendra ensuite sa retraite du conservatoire, elle va garder des cours particuliers avec des élèves. Et elle va avoir cette particularité qui sera connue d'ailleurs de beaucoup de professeurs de chant, c'est qu'elle était capable de diagnostiquer le problème qui se posait dans la voix d'un élève. On lui envoyait d'un peu partout de France et du monde des élèves qui avaient des difficultés à un moment donné dans leur parcours et que les professeurs n'arrivaient pas forcément à diagnostiquer. Et elle avait cette capacité à pouvoir identifier quel était le problème particulier de cette voix et faire en sorte que l'on puisse y remédier. Mademoiselle Aida-Pierre a dû suivre un programme extrêmement exigeant afin de travailler sa voix et muscler son corps. Qu'en est-il précisément? Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Parce que c'est des choses qu'on ne saisit pas ou qu'on ne connaît pas bien dans ce monde de la musique classique. Non, c'est vrai qu'on a tendance à voir les artistes qui chantent avec facilité et on imagine que ça suffit. En réalité, ça demande d'abord une hygiène de vie importante. Ne pas fumer, ne pas boire, avoir des horaires de sommeil, des horaires de vie qui sont des horaires réguliers qui permettent au corps de se reposer. Ça veut dire faire très attention à certaines substances qui ne vont pas altérer les cordes vocales. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'excès qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas compatibles avec la qualité de la voix. Et puis, ça demandait aussi pour elle un entraînement avec un kinésithérapeute qui lui permettait de pouvoir se muscler sa cage thoracique comme il fallait pour pouvoir apprendre à respirer aussi, parce que pour elle, c'était d'abord la respiration qui portait la voix et donc qui portait le chant. C'était également à certains moments avoir une infirmière avec elle, en particulier quand elle a eu ce rôle où elle était l'ange dans le Saint-François d'Olivier Messiaen. Elle avait 20 kilos de plumes à porter sur les épaules. Elle avait des ailes qui étaient faites en plumes véritables et qui étaient d'un poids de 20 kilos. Et tous les soirs, il fallait qu'il y ait une infirmière qui l'aide pour la masser, pour lui remettre un peu le dos en place, parce que c'était très lourd de porter ses plumes et de pouvoir chanter. Donc, elle a toujours fait très attention à sa façon de vivre, à son hygiène de vie et à tout ce qui était autour de la qualité physique de sa voix. Vous présentez Christiane Aida-Pierre comme la première cantatrice noire de France, alors que vous citez avant elle dans votre ouvrage Germaine Lubin, qui débute dans les années 1910. Éclairez-nous sur ce parti pris. En réalité, ce n'est pas un parti pris. Je dirais que j'ai respecté la volonté de Germaine Lubin. Germaine Lubin était à moitié antillaise, moitié martiniquaise, ayant un père martiniquais, mais elle a renié cette origine en indiquant chaque fois qu'on lui demandait quelles étaient ses origines, qu'elle était d'origine kabyle ou d'origine berbère, c'était selon, et fille d'un père diplomate, kabyle ou berbère. Et donc, quand on lui parlait de ses origines antillaises, elle les niait ou répondait à côté. Et donc, c'est une femme qui n'a jamais voulu admettre de façon publique ses origines antillaises. Et c'est donc ses origines noires, puisque son père était un homme de couleur. Et en revanche, quand elle était en petit comité, il lui est arrivé de croiser Christiane Aida-Pierre et de dire « Tiens, voilà ma petite compatriote ». Mais quand elle était en public, il y avait un refus de sa part d'admettre ses origines antillaises. Donc, de ce fait,
sans état d'âme intellectuel, je dirais, je dis que Christiane Lapierre est la première cantatrice noire de France. C'est la première à l'avoir affirmé, montré, et avec non seulement l'évidence qui sied à sa filiation, mais avec beaucoup de fierté, qui n'est pas du tout le cas de Germaine Hubert. Les origines de Christiane Lapierre, justement, ont-elles influé sur sa nature chaleureuse et abordable, remarquable dans son milieu professionnel? Oui, certainement. Le fait qu'elle soit issue de la Martinique, avec l'éducation qu'elle a eue, avec beaucoup la nature, le plein air, avec les relations familiales qu'elle a eues, la chaleur familiale qu'elle a eue. Elle explique d'ailleurs qu'elle avait, comme elle dit, la culture à la maison, c'est-à-dire qu'elle avait des femmes comme Paulette Nardal, qui est précurseur du mouvement de la négritude, qui a tout le vécu qu'elle a eu à Paris pendant l'entre-deux-guerres, à l'initiative du Salon de Clamart. Jeanne Nardal également, qui était aussi cofondatrice avec Paulette de la Revue du Monde Noir. Sa tante Lucie Nardal, épouse Goussard, qui est professeure de physique, qui va être la première proviseure plus tard du lycée de Bellevue. Donc, elle avait à la maison un certain nombre de personnalités absolument remarquables. Alors, il faut imaginer à l'époque l'immeuble familial qui se trouvait à la rue Schellcher, à Fort-de-France, et à la rue Gallieni, c'est-à-dire qu'il donnait sur les deux rues, avec plusieurs appartements, plusieurs étages, et chaque étage était occupé par une des sœurs. Donc, les sœurs Nardal et les parents Nardal se côtoyaient tous les jours et échangeaient régulièrement. Donc, Christiane a vécu baignée de ça, baignée de la famille, baignée des origines, de la culture, et puis surtout avec cette ligne directrice qui était typiquement Nardal, c'était à savoir qu'on était fier de ses origines. Le père Nardal était fils et petit-fils d'esclaves. C'était des personnes qui étaient très foncées de peau, et dans l'histoire de la Martinique, dans notre histoire très compliquée au niveau des hiérarchies de couleur de peau, c'était des personnes qui étaient considérées comme exceptionnelles parce qu'elles assumaient non seulement leurs origines, mais en plus elles les affichaient partout en disant « le noir c'est beau ». Paulette Nardal répétait sans arrêt « Black is beautiful ». Et donc, elle a vécu dans ça, dans cette atmosphère-là, et donc fière de ses origines, fière de qui elle était. Donc oui, ça a influé considérablement sur son milieu professionnel parce que c'était une femme chaleureuse, effectivement, et puis c'était une femme, surtout, qui avait de la répartie, c'est-à-dire qu'elle avait une telle assurance, une telle confiance en elle, qu'elle avait acquise depuis sa plus tendre enfance, compte tenu des personnalités qui l'avaient entourée, pas seulement sa mère. Son père était mort très très jeune, elle avait à peine 4 ans quand il est mort, mais en tout cas, que ce soit sa mère, ses tantes ou ses grands-parents, elle avait acquis l'assurance d'être une personne de qualité, d'être une personne cultivée, d'être une personne exceptionnelle. Et elle l'a amenée avec elle, évidemment, quand elle est partie faire ses études, bien sûr. Quel défi, justement, a-t-elle eu à relever en tant que cantatrice noire dans un milieu dominé par des artistes blancs? A-t-elle eu, à un moment donné, le sentiment, ou à plusieurs moments, le sentiment de subir du racisme? Alors, elle a subi le racisme. Et il a fallu d'ailleurs beaucoup de séances entre elle et moi parce que nous avons travaillé avec soit à distance, soit je me déplaçais pour aller chez elle pour enregistrer des heures et des heures d'interview. Et il m'a fallu quand même pas mal de séances pour lui faire admettre qu'elle avait pu être confrontée au racisme. Et elle refusait, je dirais, le terme de victime de racisme parce qu'elle ne s'estimait pas victime, mais en tout cas confrontée au racisme. Et en fait, oui, il y a une cantatrice à l'Opéra de Paris qui disait si Christiane Lapierre est là, je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas avec les négresses. Quand Christiane Lapierre est arrivée, elle a dit tiens, on engage des négresses maintenant. Donc, elle a connu ça. Mais elle m'a expliqué que ça ne devait pas être un obstacle pour elle parce que son éducation, qui était une éducation où l'effort devait primer, faisait en sorte qu'il fallait surmonter ça comme un obstacle qui pouvait se présenter. C'était pas autre chose. Ça ne devait pas être un instrument de victimisation. Ça ne devait pas être un instrument de lamentation sur soi. Ça devait être un obstacle et avec une réflexion sur comment je surmonte cet obstacle. C'était ça l'éducation Nardal, m'avait-elle expliqué.
il y a quelqu'un qui fait preuve de racisme, très bien, comment est-ce que je surmonte les choses? Et en fait, elle a vécu un moment très difficile, plusieurs années, une sorte de passage à vide de quelques années, où effectivement, elle était un peu blacklistée parce que cette cantatrice disait qu'il n'était pas question qu'elle chante tant que Christiane chanterait. Et à la faveur d'un changement de direction qui a, lui, il y a eu un changement de directeur qui a considéré que ce n'était pas acceptable, à ce moment-là, elle a pu recommencer à travailler normalement. Mais pour elle, il n'était pas question de s'en plaindre. Il était question de savoir comment je fonctionne en milieu hostile, en fait. Voilà. Mais elle a été confrontée au racisme, oui, bien sûr. Quelle place ont les femmes dans ce milieu de l'art lyrique? A-t-elle eu à vivre des discriminations ou encore des vexations liées à son genre? En tant que femme, ce qu'elle a pu avoir à vivre, qui était compliqué, ça a pu être des situations que l'on qualifierait aujourd'hui de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que des hommes qui pouvaient faire des plaisanteries grivoises en sa présence et qu'elle recadrait parce qu'elle avait encore une fois cette répartie, ou des hommes qui ont essayé d'avoir des contacts physiques avec elle, lui caresser des parties du corps et qu'elle a remis à sa place parfois assez violemment. Donc, parce que, encore une fois, c'était une jeune femme quand elle a commencé et ensuite une femme qui avait une éducation derrière qui le lui permettait. Par la suite, c'est une femme qui s'est mariée et donc qui avait l'assurance aussi de savoir que le fait de dire non, le fait de repousser quelqu'un était sans danger pour elle, qu'il n'y avait pas d'enjeu économique à être obligée d'accepter certaines situations. Et donc, quand quelque chose n'était absolument pas pour elle acceptable, c'était non, jusqu'à, enfin, je veux dire, quelle que soit la situation, il n'y en a pas eu qui soient des situations, je dirais, extrêmes où son intégrité a été mise en danger. Mais quand elle a eu des hommes qui ont voulu être trop entreprenants, elle les a repoussés clairement. Comment cette immense artiste qui a sillonné le monde entier a-t-elle concilié sa carrière avec d'autres aspects de sa vie, tels que la famille, et bien évidemment son attachement viscéral à la Martinique? Alors, elle a eu un choix à faire à un moment donné. Alors, Christiane Edapierre est devenue maman d'un petit garçon, Dominique, et ça a été une grossesse qui était d'une part difficile à venir, et quand elle est venue, qui a été difficile à vivre, avec un accouchement encore plus difficile. Donc, elle en a gardé un souvenir assez douloureux, avec le bonheur d'avoir ce petit garçon. Et donc, pour elle, sa famille était tout pour elle. D'abord, sa famille de la Martinique, et ensuite la famille qu'elle s'est créée à Paris. Et donc, elle a eu un choix à faire. Et ce choix se situe clairement en début des années 80. On est 1982. À ce moment-là, elle est invitée à chanter avec Luciano Pavarotti à New York. Elle chante sur la scène du Metropolitan Opera et elle chante aussi à Central Park. Nous sommes à Central Park. Pavarotti a accepté de faire une représentation en pleine nature, donc à Central Park. Et elle chante avec lui. Il y a les fans de Pavarotti qui sont là. À l'époque, on nous dit qu'il y a à peu près 300 000 personnes, ce qui représente à peu près la population de la Martinique. Enfin, faut imaginer, c'est quelque chose d'énorme. Et on ne connaît pas cette jeune femme, cette jeune cantatrice noire dans une Amérique post-ségrégationniste, enfin voilà. Et c'est le triomphe absolu. Elle chante, mais une voix magnifique, un succès énorme. Et elle a un agent qui lui propose tout de suite un contrat en lui demandant de venir chanter un peu partout, comme au Mexique, par exemple, en Amérique latine. Mais ça implique d'être 9 mois sur 12 absente de Paris et donc de sa famille, loin de sa famille. Et elle refuse. Elle refuse parce que sa famille était plus importante pour elle et parce que, comme elle le dira plus tard, elle ne voulait pas faire le choix de la solitude. Elle avait un fils qu'elle adorait, un mari qu'elle adorait, sa famille martiniquaise qui a toujours été présente dans sa vie. Et donc, il n'était pas question pour elle d'être en solitaire sur les routes à aller chanter, quelle que soit la rémunération que ça lui ramènerait, quelle que soit la renommée que ça lui ramènerait. Et il est évident
de l'avis des spécialistes à l'époque que si elle avait fait ce choix, elle aurait eu une carrière qui aurait été à la mesure de celle de Maria Callas. Elle a fait le choix contraire qui était celui de sa famille et elle ne l'a jamais regretté et en disant regardez comment la Callas a fini seule et malade. Donc, elle a fait clairement ce choix de rester dans un contexte familial. Et s'agissant de la Martinique, elle était régulièrement en contact avec la Martinique, soit parce qu'elle y allait de temps en temps, soit parce qu'au contraire, sa famille venait régulièrement la voir. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée complètement attachée à son territoire. Et elle est morte, Christiane est morte 1 an après son fils, Dominique, qui a été atteint d'un cancer foudroyant. Et elle est morte 1 an après, parce que je pense que son fils, c'était sa vie, quoi. Donc voilà, c'était pas possible sans. Quel constat Christiane Lapierre a-t-elle pu faire concernant l'absence de diversité sur les scènes lyriques? Quel engagement a-t-elle face à ce problème? Le constat pour elle était que des années après, ça n'avait pas trop changé, qu'on était toujours sur une absence de diversité sur les scènes lyriques, sur les scènes théâtrales, dans les médias en France. Et donc, dès qu'elle le pouvait, elle prenait la parole pour le dénoncer. Et dès qu'elle le pouvait, elle participait à des manifestations au soutien d'artistes caribéens. Et elle a, de ce fait, accepté très rapidement d'être la marraine d'un collectif d'artistes caribéens qui s'appelle le Caribe Opéra, de façon à pouvoir, en quelque sorte, les aider à percer sur les scènes lyriques. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été la marraine, a travaillé avec eux. Et puis, elle a accepté beaucoup de recevoir des jeunes artistes lyriques pour les conseiller sur leur carrière, pour les aider aussi à chanter, pour leur apprendre, pour compléter les cours de chant qu'ils avaient. Et dès qu'elle pouvait passer un coup de téléphone à quelqu'un qui était une de ses connaissances dans le milieu, elle le faisait volontiers pour placer cet artiste. Ce sera notre dernière question. Quelle analyse faisait-elle de la formation musicale en Martinique? Quelles solutions préconisait-elle afin de concilier art lyrique et musique traditionnelle? Eh bien, son analyse, c'était qu'il manquait cruellement d'un conservatoire musical à la Martinique. Et pourtant, elle avait assisté à la pose de la première pierre, puisqu'à l'époque, c'était Frédéric Mitterrand qui était ministre de la Culture, qui avait posé cette première pierre pour ce conservatoire qui n'a jamais vu le jour. Et donc, pour elle, les deux étaient liés, c'est-à-dire que le conservatoire pouvait permettre d'aller le plus loin possible dans la formation musicale, et notamment en tenant compte du fait que c'était pas toujours facile pour des jeunes de partir s'installer sur le continent, mais aussi permettait d'être un lieu où on pouvait confronter en même temps une musique classique à une musique plus spécifiquement martiniquaise, traditionnelle ou pas, mais en tout cas plus spécifiquement martiniquaise, et pour avoir effectivement une sorte de métissage, mais en tout cas de vivre ensemble de ces deux genres musicaux qui pour elle étaient totalement compatibles, totalement compatibles. Donc elle a toujours eu ça effectivement, mais c'était encore la famille Nardal, c'était l'apport du classique, mais aussi le fait de ne jamais oublier quelles étaient les racines, d'où l'on venait, et la nécessité d'intégrer la musique traditionnelle martiniquaise aussi. Merci infiniment, Catherine Marceline. C'est passé trop Avec plaisir. Pour ce précieux éclairage. Vous êtes parvenue par votre ouvrage. J'invite les auditeurs d'ailleurs à le lire. Il est vraiment très, très intéressant. J'y ai appris beaucoup de choses. Et à travers, évidemment, cet échange, à nous faire découvrir non seulement l'immense artiste qui était Christiane Lapierre, mais aussi la femme intime et engagée. À bientôt sur la Caraïbe pour un prochain podcast. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, À écouter, à regarder et à lire.